À la mi-1917, la Russie était dans un état d'anarchie totale. En mars, le tsar avait abdiqué et maintenant 2 gouvernements rivaux se disputaient le pouvoir. D'un côté, il y avait le gouvernement provisoire, formé pour diriger le pays jusqu'à la rédaction d'une nouvelle constitution. Le gouvernement provisoire, dirigé par Alexandre Kerensky, était mené par un brillant orateur mais politiquement naïf. L'autre gouvernement était le Soviet de Pétrograd, en fait le conseil municipal de la capitale. Le Soviet de Pétrograd, créé en mars, était bien plus radical que le gouvernement provisoire. Ces 2 organismes luttaient pour le pouvoir, rendant la situation très instable. La Russie était alors encore engagée dans la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. La guerre avait été un désastre et l'armée commençait à se désintégrer. En juillet, la dernière offensive russe de la guerre échoua complètement. Elle perdit des centaines de milliers d'hommes face aux Allemands, puis des centaines de milliers d'autres désertèrent. Les anciennes structures de pouvoir s'effondrèrent. La violence et le chaos régnèrent. Dans le Mayenne, de nombreuses factions planifiaient comment elles pourraient prendre le pouvoir. En octobre 1917, la faction la plus importante au sein du Soviet de Pétrograd était celle des bolcheviks, dirigée par Vladimir Lénine. En mars, lorsque le Soviet de Pétrograd avait été créé, les bolcheviks n'étaient qu'une petite partie de l'Assemblée. Au fil de l'année, leur pouvoir avait grandi et en septembre, ils étaient devenus le plus grand parti. En octobre, l'Assemblée bolchevique a voté l'éviction du gouvernement provisoire pour devenir l'unique autorité en Russie. Le 7 novembre, le coup d'État a eu lieu. Des milliers de gardes rouges bolcheviques ont occupé les bâtiments gouvernementaux de Pétrograd sans grande résistance. La prise de contrôle de Pétrograd s'est reproduite dans d'autres villes russes. À Moscou, les combats furent longs et acharnés, mais en une semaine, la ville tomba. Presque toutes les grandes villes de Russie étaient désormais sous le contrôle des bolcheviks. La prise de ces villes fut un succès étonnant pour les bolcheviks. 8 mois plus tôt, lors de la révolution de février, ils n'avaient presque aucun pouvoir en Russie. Ils contrôlaient désormais les centres urbains clés. La plupart de la population s'opposait aux bolcheviks, mais il s'agissait surtout de paysans dispersés dans l'immense Russie. Cela compliquait beaucoup leur organisation et la formation d'une contre-révolution. Depuis ces villes, les bolcheviks ont profité de l'anarchie en Russie pour étendre leur pouvoir dans les campagnes. Ils ont vite contrôlé presque toute la Russie européenne. S'ensuivit une lutte de pouvoir terrible entre de nombreuses factions voulant arracher le pouvoir aux bolcheviks. Cette lutte de pouvoir fut la guerre civile russe. Après la prise de pouvoir des bolcheviks, des révoltes ont éclaté partout en Russie. Alexandre Kerensky, ancien chef du gouvernement provisoire, a fui Pétrograd pour rejoindre Pskov. Là, il a réussi à lever une armée de 600 hommes pour reprendre Pétrograd. En nette infériorité, la petite force fut vite vaincue. Craignant la capture, Kerensky s'enfuit en France. À l'est, près de la ville de Tchita, un homme politique local nommé Grigori Semyonov a déclaré son opposition aux bolcheviks et a lancé une rébellion. Les bolcheviks ont vite réprimé le soulèvement et Semyonov dut se retirer vers l'est. Au sud, plusieurs généraux ont refusé de reconnaître le nouveau gouvernement bolchevique et ont pris le contrôle de la région du Don. Une armée a été recrutée pour combattre les bolcheviks, qui allait être connue sous le nom d'armée des volontaires. Cependant, l'armée des volontaires était petite. La population locale n'était pas intéressée à rejoindre le combat, et ainsi l'armée ne comptait que quelques milliers d'hommes. Néanmoins, en décembre, l'armée des volontaires a réussi à prendre la ville de Rostov. Les bolcheviks ont envoyé leur armée pour reprendre le territoire, et la petite armée de volontaires a vite échoué. En février, elle dut quitter Rostov et se replier au sud. Cette perte fut une catastrophe pour l'armée des volontaires. L'un des généraux, croyant qu'il n'y avait aucun espoir de victoire, s'est suicidé. Pendant 2 mois, l'armée des volontaires a eu du mal à s'établir dans la région et à lutter pour survivre. Pendant ce temps, la Russie était encore engagée dans la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne.
En février, les Allemands ont envahi de vastes parties de l'ancien empire russe, y compris l'Ukraine et les pays baltes. Les bolcheviks ont dû signer le traité de Brest-Litovsk, officialisant leur retrait de la Première Guerre mondiale, ce qui fut une catastrophe pour la Grande-Bretagne et la France, anciens alliés de la Russie. Ils combattaient encore l'Allemagne, et maintenant toutes les troupes allemandes qui avaient combattu la Russie allaient être transférées pour les affronter. En mars 1918, des troupes britanniques ont débarqué à Mourmansk, dans le nord de la Russie. Au départ, ils étaient en fait là pour aider les bolcheviks à empêcher les Allemands de s'emparer de la ville. Cependant, les relations se sont rapidement détériorées. Les bolcheviks ont tenté de prendre Mourmansk, mais les Britanniques les ont repoussés. C'était le premier affrontement direct entre les puissances occidentales et les bolcheviks. En avril 1918, un nouveau groupe, les Cosaques, a rejoint la guerre dans le sud. Les Cosaques étaient un peuple semi-nomade d'Ukraine et du Caucase. Ils étaient célèbres comme de redoutables guerriers et pour leur mode de vie distinctif. Lorsque la guerre civile a éclaté, les Cosaques ne voulaient pas au départ s'impliquer dans le conflit. À mesure que les bolcheviks devenaient plus autoritaires, les Cosaques, devenus rancuniers, se sont révoltés en avril. Beaucoup d'entre eux voulaient l'indépendance vis-à-vis de la Russie. Ils ont élu Piotr Krasnov, issu d'une prestigieuse famille militaire russe. Krasnov sera l'un des commandants les plus importants de la guerre civile. Krasnov a recruté une armée appelée Armée Cosaque qui a vite atteint 40 000 hommes. Il a contacté les Allemands occupant l'Ukraine et proposé de créer un État fantoche ukrainien sous contrôle allemand. En retour, l'Allemagne a fourni armes et munitions. Certains historiens ont qualifié Krasnov d'opportuniste plutôt que d'homme réellement engagé dans la lutte contre les bolcheviks. Sa collaboration avec les Allemands le rendait suspect aux yeux de la Grande-Bretagne et de la France. Krasnov a également pris contact avec l'armée de volontaires qui luttait pour sa survie dans le sud. Le commandant de l'armée de volontaires était Anton Denikin. Denikin était un homme d'origine modeste. Son père avait en fait été un serf. Denikin, promu durant la Première Guerre mondiale, a aidé à créer l'armée de volontaires après la prise de pouvoir des bolcheviks. Denikin et Krasnov ont accepté de travailler ensemble pour combattre les bolcheviks et Krasnov a donné des armes à l'armée de volontaires. Cependant, en raison des opinions pro-allemandes de Krasnov, la relation serait toujours tendue. Les relations étaient également tendues, mentionnées parce que Krasnov n'autorisait ses forces à combattre dans l'armée de volontaires que s'il était nommé commandant suprême. Denikin ne pouvait l'accepter. Il voyait Krasnov comme un chef mesquin et égoïste, n'agissant que pour son intérêt personnel. En mai, Denikin et Krasnov se sont réunis pour définir leur collaboration et leur prochain objectif. Les deux hommes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la marche à suivre. Denikin voulait aller au sud vers Yekaterinodar, alors que Krasnov préférait le nord, vers Tsaritsyn. N'ayant pas trouvé d'accord, les deux hommes sont partis séparément. Cette incapacité à coopérer était typique des forces anti-bolcheviques et allait devenir leur principal problème durant la guerre. Les forces opposées aux bolcheviks étaient appelées les Blancs, tandis que les bolcheviks étaient les Rouges. En mai 1918, une nouvelle faction importante fit son entrée dans la guerre, la Légion tchèque. Environ 40 000 hommes venant de Tchécoslovaquie, l'un des nombreux petits États dominés par l'Empire austro-hongrois. Avant le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale, la Légion tchèque combattait avec elle contre l'Empire austro-hongrois. C'était parce qu'ils voulaient que la Tchécoslovaquie obtienne son indépendance. Après le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale, ces hommes voulaient bien continuer à combattre l'Allemagne avec la Grande-Bretagne et la France. Les bolcheviks ont accepté. La Légion devait parcourir presque tout le tour du monde, se rendre à l'extrémité orientale de la Russie, puis aux États-Unis et enfin retourner en France. Les relations entre la Légion tchèque et les bolcheviks étaient très tendues. Les deux parties se méfiaient l'une de l'autre et soupçonnèrent sans qu'elles rompraient l'accord. À l'arrivée de la Légion tchèque à Tcheliabinsk, les bolcheviks ont exigé son désarmement, provoquant sa révolte. Ils ont pris Tcheliabinsk, puis utilisé le chemin de fer pour conquérir plusieurs villes de l'Est russe. La Légion tchèque a aussi aidé Semyonov à rejoindre Chita et à y devenir chef de guerre. Très rapidement, les bolcheviks ont perdu le contrôle de presque toute la Russie orientale.
La diplomatie ratée des bolcheviks avec la Légion tchèque leur fit perdre une grande partie de l'est du territoire. Alors qu'ils faisaient dos face à des forces hostiles partout, même dans leur propre zone, une agitation importante régnait. Beaucoup étaient en colère que la promesse d'une constitution ait été rompue. Une élection pour une assemblée constituante eut lieu en novembre 1917, mais les bolcheviks n'obtinrent que 23% des voix et firent de pression pour dissoudre l'assemblée. Cela a provoqué d'importants troubles dans les zones contrôlées par les bolcheviks. En juillet, à Iaroslavl, un réseau anti-bolchevique a lancé une révolte pour demander la réunion de l'assemblée constituante. Terriblement à court d'armes, les rebelles furent rapidement vaincus. Il y eut également une révolte à Moscou, menée par d'anciens alliés des bolcheviks, mécontents de la paix avec l'Allemagne. Elle fut aussi vite réprimée. En août, une tentative d'assassinat visait le dirigeant bolchevique Vladimir Lénine. La réponse des bolcheviks fut d'adopter une politique d'extermination de toute personne qu'ils considéraient comme une menace. Inspirés par la terreur de la Révolution française, des dizaines de milliers de personnes furent assassinées par la police secrète bolchevique. Cette politique brutale fut connue sous le nom de Terreur rouge. Les forces blanches faisaient preuve d'une grande brutalité, tuant des milliers de personnes lors de la Terreur blanche. Contrairement à la Terreur rouge, il ne s'agissait pas d'une politique explicite avec des objectifs, mais plutôt d'une violence spontanée et insensée. De retour sur le front sud, Denikin a connu du succès et capturé Yekaterinodar en août. Simultanément, Krasnov encerclait et attaquait Tsaritsyn. Cependant, les bolcheviks ont réussi à repousser les attaques. Au nord, 1500 soldats britanniques et français ont débarqué à Arkhangelsk et ont rapidement occupé la ville. De là, ils ont avancé vers le sud le long de la rivière Dvina jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par la résistance bolchevique. À l'est, les bolcheviks connaissaient du succès et ont capturé plusieurs villes. S'ils voulaient avoir une chance de gagner, il était clair que les Blancs devaient s'unir et coopérer. Après la prise de pouvoir des bolcheviks, plusieurs gouvernements s'étaient formés, espérant devenir l'autorité blanche principale. En septembre 1918, ils se sont unis pour former un seul gouvernement connu sous le nom de gouvernement provisoire pan-russe, avec sa capitale à Omsk. 2 mois plus tard, le gouvernement est dissous après un coup d'État d'Alexandre Koltchak. Koltchak, à ne pas confondre avec Krasnov dans le sud, était amiral dans la marine russe et avait combattu les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Après le retrait de la Russie, il se sentit obligé, par honneur, de poursuivre le combat contre les Allemands et proposa ses services aux Britanniques. Ne pouvant servir comme amiral dans la marine britannique, il avait proposé de combattre comme simple soldat. Le ministre britannique des Affaires étrangères avait accepté l'offre, et Koltchak fut envoyé combattre en Irak. Puis, lorsque la guerre civile russe éclata, les Britanniques changèrent d'avis et décidèrent que Koltchak serait en fait plus utile à combattre les bolcheviks, et il fut donc renvoyé en Russie. En novembre, Koltchak prit le contrôle du gouvernement blanc lors d'un coup d'État et devint le commandant suprême des forces blanches à l'Est. Il planifia aussitôt une avancée vers l'Ouest. Fin 1918, l'offensive de Denikin dans le Caucase du Nord était terminée. Il contrôlait désormais tout le territoire allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Sous la pression britannique et française, Krasnov dut se soumettre à Denikin, devenu commandant suprême des forces blanches dans le sud. Dans le nord, les Blancs peinaient à réaliser de réels progrès contre les bolcheviks. Les Britanniques étaient frustrés que les hommes russes qu'ils essayaient de former se comportaient mal et refusaient parfois de se battre. En avril, les Alliés ont décidé de partir. Dans les mois suivants, toutes les troupes britanniques, françaises et américaines seraient évacuées. Les quelques Russes qui continuaient à combattre les bolcheviks furent rapidement vaincus. Les bolcheviks progressaient également à l'est. L'offensive de Koltchak permit de gagner du terrain, mais il peinait à le garder. Il avait espéré que les paysans se révolteraient en sa faveur, mais cela ne s'est pas produit. En avril, les bolcheviks ont lancé une grande contre-attaque et ont pris plusieurs villes. En juillet, ils étaient à Yekaterinbourg et Tcheliabinsk. La perte de ces villes a fait perdre aux Blancs leurs rares usines. Pour aggraver les choses, la Grande-Bretagne et la France commençaient à douter que l'armée blanche ait la moindre chance. Ils étaient un peu frustrés que beaucoup des armes qu'ils fournissaient soient volées, finissant même entre les mains des bolcheviks. Semyonov, à l'est, s'était emparé d'une grande partie de l'aide destinée à Koltchak. Pensant la cause des Blancs perdue, les puissances occidentales ont cessé leur soutien. Koltchak peinait à l'est, tandis que Denikin avançait avec succès vers l'ouest en Ukraine au sud.
Ici, les Blancs affrontaient en réalité un groupe d'anarchistes alliés aux bolcheviks et non les bolcheviks eux-mêmes. Les anarchistes, menés par Nestor Makhno, visaient à fonder une société sans État. L'armée blanche repoussait les forces de Nestor Makhno et en juin, elle a pris Kharkiv. Ce mois-là, les Blancs ont pris Saretsine et Denikin visait désormais Moscou. Il a avancé vers le nord et, en octobre, a pris Oriol. Les forces de Denikin n'étaient en plus qu'à 300 km de Moscou. La victoire semblait imminente. Cependant, les Blancs avaient avancé très vite et s'étaient à ne retrouver exposés. Incapables de consolider leurs gains, leur ligne d'approvisionnement était invulnérable. Les forces de Makhno ont pu profiter de cette situation et ont avancé vers l'est, rencontrant peu de résistance. Des forces blanches ont été envoyées pour contrer la menace affaiblissant leurs troupes au nord. Cela a permis aux bolcheviks de contre-attaquer et de récupérer le terrain perdu. En octobre 1919, un nouveau front bref de la guerre s'est ouvert dans les pays baltes. Elle était dirigée par Nikolaï Youdenitch. Youdenitch était un ancien officier de l'armée russe, et lorsque la guerre civile russe a éclaté, il avait plaidé pour l'ouverture d'un front dans les pays baltes. Maintenant, il allait voir son vœu exaucé. Une armée blanche équipée de chars britanniques avança en Russie et atteignit les abords de Petrograd. Cependant, Youdenitch n'a pas détruit la voie ferrée reliant Moscou, permettant ainsi aux bolcheviks d'envoyer des renforts. La défense de la ville était menée par Léon Trotsky. Trotsky était le principal général bolchevique pendant la guerre et ses réformes militaires avaient considérablement amélioré l'armée rouge. C'était un orateur incroyable, capable d'inspirer et de persuader par sa rhétorique. Sous la direction de Trotsky, les bolcheviks ont repoussé l'attaque et en moins d'un mois, Youdenitch était de retour en Estonie. À l'est, l'armée blanche commençait à échouer. En novembre, les bolcheviks étaient à portée de frappe de la capitale blanche, Omsk. Ils avaient environ 100 000 hommes contre 50 000 pour les blancs. La confusion au sommet du commandement blanc rendit la défense de la ville inefficace, permettant sa prise par les bolcheviks. Le 14 novembre, 30 000 soldats blancs furent capturés par les bolcheviks. Avec la perte d'Omsk, les forces blanches à l'est se sont effondrées. Kolchak a quitté son poste et transmis le commandement à Semyonov, basé à Tchita. Les bolcheviks ont continué à avancer vers l'est et les blancs restants se sont précipités pour fuir dans ce qui est devenu la grande marche de glace de Sibérie. 30 000 soldats dans le rang de l'armée blanche et leurs familles ont dû marcher 2000 km vers l'est jusqu'à Tchita. Beaucoup sont morts de froid. Sur le front sud, les blancs continuaient de perdre du terrain. En décembre, ils ont perdu presque toute l'Ukraine et en janvier, Saretsine et Rostov sont tombés. Denikin a finalement dû évacuer son armée et 40 000 soldats ont été emmenés en Crimée. 30 000 personnes qui n'ont pas été évacuées ont été exécutées par les bolcheviks. Après cela, Denikin a quitté son poste et transmis le pouvoir à Piotr Wrangel. Wrangel était un excellent commandant de cavalerie et avait été l'un des généraux les plus compétents de la guerre. Il rassembla toutes les forces blanches restantes en Crimée, le dernier bastion des Blancs dans le sud. Il passerait les mois suivants à tenter de sortir de Crimée et de prendre des territoires sur le continent ukrainien. Cela s'avérerait infructueux. Finalement, les forces de Wrangel furent submergées par les Rouges et durent évacuer vers Istanbul en novembre. Les Blancs du Sud avaient été vaincus. Ce mois-là, les bolcheviks vainquirent aussi les forces de Semyonov à l'est. Semyonov a gardé Chita grâce au soutien japonais, mais après leur retrait, Iladin a été submergé par l'armée rouge. En novembre, il dut quitter Chita et se réfugia en Chine. Le dernier bastion des Blancs en Russie était tombé. Avec la défaite de Semyonov et la prise de la Crimée, les bolcheviks avaient vaincu leur principale opposition. Cependant, ils continueraient à faire face à des rébellions, impliquant parfois des centaines de milliers de rebelles. Dans la ville de Tambov, le politicien Alexandre Antonov s'opposait à la confiscation forcée des céréales et a réussi à lever une armée de 20 000 paysans. La rébellion est redevenue une guerre de guérilla qui a duré 2 ans. Les bolcheviks ont déployé 100 000 hommes pour écraser le soulèvement et ont utilisé des gaz toxiques pour nettoyer les forêts rebelles. En mars 1921, sur l'île de Kotlin, près de Petrograd, 10 000 marins se sont rebellés contre les bolcheviks. Ces hommes avaient combattu pour le gouvernement bolchevique, mais étaient mécontents de la gestion de la révolution. Ils ont demandé moins de pouvoir pour les bolcheviks et l'intégration des socialistes et anarchistes à la révolution.
Les bolcheviks ont attaqué l'île avec des milliers d'hommes, et en 3 semaines, la rébellion a été écrasée. La plus grande insurrection fut la rébellion de Sibérie occidentale, qui aurait impliqué jusqu'à 100 000 paysans. Les bolcheviks ont temporairement perdu le contrôle de la majeure partie de la Sibérie, dont Omsk et Yekaterinbourg. Le soulèvement dura presque 2 ans, mais fut finalement écrasé. En consolidant leur pouvoir, les bolcheviks entamèrent aussitôt la construction de leur utopie communiste, causant la mort de dizaines de millions de personnes. En mai 1922, Lénine eut le premier de 3 accidents vasculaires cérébrales et son pouvoir commença donc rapidement à décliner. La lutte de pouvoir fut remportée par l'une des figures majeures de l'histoire, Joseph Staline. Staline mènerait la Russie du vide, de pouvoir laissé par la guerre civile, à l'une des dictatures les plus absolues que le monde ait jamais connues. Il construirait également un État géographiquement très similaire à l'ancien empire russe, l'Union soviétique. Cela deviendrait l'une des 2 superpuissances mondiales pour des décennies.